fois-ci, nous allons rayonner dans l'Yonne. Et d'ailleurs, on est au-dessus de l'Yonne. C'est un des 4 départements de la Bourgogne. On n'a pas choisi n'importe quelle ville. Nous sommes à Auxerre. On connaît Auxerre pour ses vins, 2 fois millénaires, pour ses monuments, cathédrales et autres abbayes. Saint-Étienne, Saint-Germain, mais aussi pour son club de foot, évidemment, créé par un abbé. On est ici dans un haut lieu de la chrétienté, il y a plus de 100 ans. Mais vous allez voir qu'Auxerre, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord une ville de patrimoine, ville d'art et d'histoire. Et puis c'est la gastronomie, évidemment, la gastronomie bourguignonne, les escargots, le clafoutis, mais aussi d'autres surprises. Les œufs en meurette, on les connaît, mais à la chablisienne, avec du chablis, le vin local. Ça, c'est un peu différent. Et puis des personnages hauts en couleur, très attachants comme d'habitude, et surtout chevillés à leur tradition, comme Florent, le dernier producteur de cornichons français. Bref, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions et beaucoup de gastronomie. Vers la fin du Moyen-Âge, les faubourgs s'est offert de maisons à pans de bois, des maisons de commerçants témoins de la culture de la vigne et de la terre, du commerce fluvial et du flottage du bois acheminé du Morvan vers Paris. Vocation de commerce qui vient de très très loin, puisque Auxerre était au départ un castrum romain au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et ce castrum romain était situé sur la fameuse Via Agrippa qui reliait Rome à la Bretagne. Donc c'est vous dire si beaucoup de biens et de gens donc transitaient par Auxerre et transitent depuis très longtemps. Alors ça, c'est une des pépites d'Auxerre, la tour de l'horloge. Elle est apposée sur une ancienne porte du castrum romain. Au XVe siècle, le comte permit aux bourgeois de la ville d'installer leur propre horloge, signe d'indépendance, d'autonomie, très important à l'époque féodale évidemment. Et donc c'est un beffroi, comme on en trouve beaucoup d'ailleurs dans les villes de Bourgogne. Cadet-Roussel à 3 maisons. Cadet-Roussel à 3 maisons. De prestigieux hôtes firent la renommée de la ville, dont Cadet-Roussel, cet huissier de justice qui amusait les Auxerrois de ses excentricités, si bien qu'il fut moqué en chanson, un petit refrain que l'on connaît tous encore. Ah oui vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango. On va prendre la direction d'un joli village au nord de Chablis qui s'appelle Ligny-le-Châtel pour rencontrer Rosa, une dame d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, qui détient quelques belles recettes ancestrales et qui de surcroît les a transmises, puisqu'il y aura aussi Alain, qui est un chef de renom de la région, qui a récupéré l'une des recettes de Rosa à base d'escargots, les fameux escargots de Bourgogne, pour mettre cette recette à sa carte. Ça nous plaît. Et on va rencontrer également Stéphanie, sa petite fille, puisque c'est chez Stéphanie que nous allons cuisiner. Et en l'occurrence, il paraît qu'elle possède une très belle maison historique. Rosa, Rosa, Rosam, Rosé, Rosé, Rosa, Rosé, Rosé, Rosas, Rosarum, Rosis, Rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango Rosa Rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Julie, bonjour. Bonjour Stéphanie, quelle jolie maison. Bienvenue. Magnifique. Ravie. Merci de m'accueillir. Et en plus, vous avez un petit jardin comme ça en bord de rivière. Et cette maison, elle est assez ancienne, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est la maison de Marguerite de Bourgogne qui a vécu ça remonte à quelle époque alors? 13e, voilà. Et elle a vécu à Ligny-Châtel quelques années avant de partir à Tonnerre, où elle a fondé l'Hôtel-Dieu Notre-Dame des Fontenilles en 1292. En plus historienne, Ah oui, c'est fort. Alors, Rosa nous attend là-haut? Oui, ma grand-mère est là, tout à fait. Elle prépare une croquignole. J'avais jamais entendu parler de ce plat, la croquignole. Alors, la croquignole, vous allez voir, vous allez découvrir, c'est fabuleux. Mamie. Bonjour tout le monde. Oh mais ça bosse, hein? Bien bonjour. Ça travaille. Bonjour Rosa. Quel plaisir. Ne bougez pas. Alain, mon ami Bonjour, Alain. Julie. Mon ami Alain. Alors dites donc, vous êtes déjà à l'œuvre. Je vois À qui j'ai qu'on est dans le transmis sujet. cette recette de la croquignole, recette bourguignonne par excellence. Pommes de terre,
et escargots. Les escargots de Bourgogne, Et les escargots de incontournables. Bourgogne, voilà. Et moi, depuis 72 ans, j'ai toujours fait ma croquignole comme ça, Depuis combien? avec les escargots. Ben, mon Dieu, 72 ans, mais vous avez cuisiné au berceau ou quoi? et pas du tout. Ça, c'est un compliment déguisé. Ça me fait plaisir. Non, 91 ans bientôt. Mais non. Ah, voyons. Ah non, Mais vous ce sont les charriez. escargots qui m'entretiennent bien. Ah ben faut Et croire, alors je m'y mets. peut-être aussi Ah ben les chapeau, irancis, je me mets là. et le vin de Et le vin Chablis, d'Irancy, et le vin de Chablis probablement. aussi. Le régime bourguignon. Il y avait le régime crétois, maintenant il y a le régime bourguignon. On va aller faire un tour dans les vignes. Je reviens tout à l'heure. On déjeune ensemble, on mange la Ah bah coquille. avec plaisir, maintenant que je suis là. Et on fera je une vais petite profiter. dégustation. Ouais, Voilà. d'accord. Et bien à tout à l'heure Stéphanie. alors. Merci Stéphanie, à tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi? Ben, peut-être faire la farce dans les Voilà, escargots. tout à fait. Donc, je vais n'est-ce pas? récupérer le persil qui a Alors, été je vais coupé au regarder couteau ça. dans un premier temps. Il faut que le persil soit coupé finement. Alors. Et pour cela, le plus simple est encore d'opter pour un robot. L'ail, ah oui, dis donc. Voilà. Faut un peu d'ail. On va en mettre une quinzaine de gousses. 2, 3 quand même. On met 100 g d'ail pour 1 kg de beurre. 1 kilo Alors de le beurre, beurre. par Mais mon Dieu, contre, mais on l'a c'est mis pour à 100 ramollir pour personnes. l'instant. Une farce enrichie de quelques noisettes torréfiées ou selon les saisons de noix, mais aussi d'une échalote, d'un petit trait de cognac, un autre d'anisette, de mie de pain trempé dans du lait, le tout rehaussé d'une cuillère à café de sel et de quelques tours de moulin à poivre. Et alors cette recette, telle que vous me la prenez, là, c'est Rosa qui vous l'a C'est la apprise. recette de Rosa que j'ai très légèrement modifiée parce que depuis 37 ans, on se voit assez régulièrement, mais j'ai trouvé que c'était très convivial de la faire à la période des escargots frais, c'est-à-dire on a le droit en Bourgogne et surtout le territoire français de ramasser les escargots qui sont adultes à l'âge de 3 ans. Il n'y a aucun escargot de Bourgogne qui ne soit pas sauvage. Tous les escargots d'élevage sont des escargots gris. Les petits gris, c'est toute l'année. Mais le Bourgogne, Alors que c'est le pas toute Bourgogne, l'année. pas du tout. C'est de juillet à septembre. Et en principe, très limité, il alors. faut qu'il fasse 3 cm. Là, vous voyez, plus c'est épais, cette partie-là, et plus l'escargot est mature. La coquille, C'est- vous voulez c'est dire? la coquille, tranche la bordure de la coquille. La bordure de la La coquille. bordure de Bah, la dis donc, il faut coquille. quand même avoir l'œil et la culture. Après avoir jeûné 2 semaines, puis dégorgés dans de l'eau froide, les fameux escargots ont été cuits dans un courbouillon bien aromatisé mais sans vin blanc. Il ralentirait la cuisson et laisserait les escargots croquants. On sépare le boyau de fond de l'escargot de la chair de l'escargot. Et on ne va remettre dans l'escargot Que que la l'escargot. chair. Mais pour le moment, retour à la persillade. Est-ce que vous croyez qu'on est bon, là? Je pense que c'est parfait. Au C'est bruit, bien. on entend que ça fait une petite purée tellement c'est fin. C'est parfait. Donc là, maintenant on va mélanger tout ça Le beurre. à notre beurre. Il est bien manié. On va À nous de pouvoir... travailler. Exactement. Alors, Mesdames, à je ne suis jouer. pas macho du tout, mais je Ah, vous passe bah, un ah, petit, bah, chacun son boulot. un Voilà. petit peu de travail. Voilà. Alors, moi, je vous regarde d'abord. Voilà, Après, voilà. je ferai comme Bien. vous. Eh bien, écoutez. Alors, donc, vous prenez votre escargot, vous mettez un petit peu de beurre, vous mettez votre escargot. Dans un sens particulier, non? Bah, non, qu'importe. Non, D'accord. quand on le dégustera, on n'ira pas si D'accord. loin. Alors. Et vous en reprenez encore un tout vous faites petit un peu. sandwich. D'accord. Voilà. Pendant que nous remplissons les coquilles, Alain, qui s'est autorisé quelques libertés en ajoutant des girolles à la recette de Rosa, précuit rapidement les champignons sans eau, avec juste un peu de sel, avant de venir rapidement nous soutenir dans notre besogne. Notre mission menée à bien, nous tapissons le fond de la cocotte de lamelles de pommes de terre, de la charlotte, variété plus ferme, puis couvrons de champignons et d'escargots. Et on les dépose Alors, beurre on vers les le haut. dépose bien Voilà. pour ne pas qu'elles se vident, les D'accord. coquilles. Voilà, c'est parfait. Nous renouvelons ainsi l'opération plusieurs fois, un plat qui s'annonce plutôt roboratif. Et là, on met les derniers escargots, toujours de la même manière. Alors par contre, on va arroser ce plat avec un bon chablis. Alors on en met juste un tout petit peu pour l'humidité. Les herbes, vous voulez les rajouter? Alors avant de couvrir, on met une petite feuille de laurier ou deux. Alors, Donc une là, feuille on de peut- laurier on peut en ou mettre deux. deux parce que la cocotte est quand Allez. même assez Allô. abondante. Voilà. On va adjoindre un petit brin de romarin. Et là, la sauge, quand on en a, on peut mettre 2-3 feuilles de sauge également. Voilà, alors cette fois-ci, on va préparer une petite pâte à lutter. Une autre des innovations d'Alain. Rosa ayant, elle, pour habitude de cuire sa croquignole directement sur le feu et non pas au four.
Un peu de farine et d'eau suffisent pour réaliser une pâte élastique. On devient pizzaiolo après, juste après les escargots avant de boucher le couvercle. Hein. C'est la première fois que je lutte contre 2 femmes. À nous 3, on va y arriver. Non, avec 2 femmes. Ah pardon, merci. La cocotte passe alors au four 1h30 à 170 degrés. Allez, notons tout cela. Pour la croquignole de Rosa, quelque peu revisitée par Alain, comptez pour 10 personnes, 20 douzaines d'escargots frais, ou en conserve à défaut, 1,5 kg de pommes de terre Charlotte, 2 oignons, 30 g de beurre, 8 centilitres de bourgogne blanc sec, 2 feuilles de laurier, un peu de thym, de romarin, de sauge et 150 g de farine. Comptez aussi pour la farce 1 kg de beurre, 100 g de persil, 15 gousses d'ail, une belle échalote, 8 noisettes torréfiées, 100 g de pain de campagne rassis imbibé de lait, un trait de cognac, un autre d'anisette et si vous décidez de faire comme Alain, 1 kg de girolles. C'est au grand air, rejoint par Stéphanie, que nous nous installons. Oh, vous êtes pas mal là. Quel bonheur! Pour savourer ce mets bourguignon, accompagné de gougères maison, l'apéritif incontournable ici. À votre venue. Santé, bonheur. Merci de nous offrir ce délicieux vin. Alors, on va casser la croquignole. Le moment fatidique. Moi, j'aime bien ce côté un peu surprenant du plat luté. Il y a un côté pochette surprise. Ah bah, c'est surprise, Absolument. voilà, surprise. Et les arômes sont maintenus. Voilà. Merci. Mais je dois vous dire que j'aime bien les escargots, mais c'est pas non plus un plat dont je rêve la nuit. Mais là, ça me fait très envie. Je me régale. Alors, faut alterner escargot, pommes de terre, Voilà, exactement. girolles. Très très bon, c'est très fin. Bien content. Très fin. Ça, écoutez, ça vaut le travail, on peut le dire. Je vous remercie d'avoir réussi à préserver la tradition de cette recette. Ah ben, écoutez, nous avons surtout aujourd'hui Regarde. réussi une croquignole Elle est que très je bonne. trouve excellente. Ça, oui, c'est oui. important. Ah là, moi, j'en veux bien un petit peu, tiens. Ah, ça me fait énormément plaisir. Une transmission que nous prolongerons demain lors de notre banquet entre copains. Je reste convaincue que cette recette peut surprendre plus d'un bourguignon. I'm feeling my heart beating with the rhythm of her body slowly move. Je vous propose à présent de partir à la découverte d'un village qui porte bien son nom, Saint-Brie-le-Vineux. C'est un haut lieu de la viticulture où l'on trouve, paraît-il, tous les cépages de Bourgogne, et c'est pas rien. Et on va rendre visite à Pierre-Louis, qui travaille avec son papa, et le domaine abrite un monument historique. Alors il se trouve qu'en l'occurrence, Pierre-Louis m'a dit qu'il avait une voisine et amie dans le village qui cuisinait le clafoutis mieux que personne. Alors c'est vrai que le clafoutis n'est pas vraiment en voie de disparition, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est éminemment bourguignon. C'est entre les 11e et 13e siècles que les villageois et moines templiers construisirent ces caves voûtées, réalisant ainsi un second village souterrain pour se protéger en cas de siège ennemi. Un four à pain a d'ailleurs été retrouvé attestant d'une vie souterraine. Un site qui accueille aujourd'hui environ 5000 visiteurs par an et tout particulièrement le fruit du travail de Pierre-Louis, qui œuvre sur le domaine familial. Ma famille est présente ici depuis bientôt 6 siècles, donc c'est la fin du Moyen-Âge. On n'a rien modifié, on a découvert des tunnels déjà existants parce qu'ils avaient été rebouchés à la Révolution française. En passant toute son enfance à jouer dans les caves, trouver un autre métier que cela, c'est pas possible pour moi. Je suis la 21e génération de la famille. Il s'est longuement formé avant d'intégrer le domaine en 2008 et mettre ses connaissances au service des appellations du Grand Auxerrois. Au total, il cultive 13 hectares de blanc et 7 hectares de rouge, dans ce village qui a l'autre étonnante particularité de regrouper l'ensemble des cépages de Bourgogne et même du Sauvignon, exception bourguignonne.
Ça remonte à mi-19e siècle. Et les vignerons, ils ont toujours voulu perdurer le Sauvignon en Bourgogne, même si à la base, c'est pas un cépage bourguignon. Typiquement bourguignon, c'est surtout un cépage de la vallée de la Loire, du côté de Pouilly, du côté de Sancerre. Mais voilà, on a les sols pour, en fait, donc avec beaucoup de calcaire, hein, des sols très caillouteux. Et d'avoir des très belles expositions, notamment des expositions nord. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'on dit que généralement les plus belles expositions, c'est les expositions sud. Mais pour du Sauvignon, une exposition nord, c'est l'idéal parce que ça permet d'avoir des maturités qui sont plus lentes et donc de garder la fraîcheur. Les caves sont très bénéfiques pour la conservation du vin, aussi bien la conservation bouteille que l'élevage en fût. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir des caves comme ça. On dit dans le centre du village que Saint-Brice c'est un vrai gruyère et surtout qu'on dit qu'il y a plus de galeries qu'il y a de rues. On peut aller partout. Au royaume des vignes, un autre fruit trône fièrement ici, la cerise. Une culture qui s'est développée en Bourgogne dès le milieu du 19e siècle avec l'établissement du chemin de fer, mais surtout suite à la catastrophe du phylloxéra qui décima les ceps de vigne. Il est justement grand temps pour moi d'aller rejoindre Noël pour un clafoutis à 4 mains. Nous chanterons le temps des cerises, des guerres signal et merle moqueur seront tous en fête. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, où on s'en va deux, cueillir en rêvant. Bonjour Noël. Bonjour Julie. Ça me fait plaisir de vous voir. Je suis très contente de vous accueillir. Eh ben, moi aussi. Allez, rentrez. Allez. Oh, il fait frais chez vous, c'est agréable. N'est-ce pas? Ah oui, c'est C'est bienvenu. les vieilles maisons. Ouais. Bien agréables à vivre. C'est Et vrai. surtout pour faire la cuisine. Voilà. Et surtout, c'est votre truc d'ailleurs. Je sais que vous aimez bien faire la cuisine. Oui. Et puis la saison des cerises, il y a des tas de bonnes choses à faire. Je vais vous faire le clafoutis aux cerises. Parce qu'il y a beaucoup de cerises dans la vallée de Lyon. Oui, Hein. oui. Depuis longtemps. Saint-Brie, c'est le centre, enfin, dans tous les petits villages autour, il y avait énormément de cerises. Il y en a moins, parce que la vigne a pris le dessus. Le clafoutis, tout le monde a sa recette, plus ou moins. Hein. Moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça, mon clafoutis. Alors, je vais... Votre marmiton, dites-moi. Le marmiton. Alors, donc, 100 g de farine. Vous allez voir, c'est archi simple. Moi, c'est comme ça que je les aime, Oh, les ben, desserts. bien. Oh oui. Et puis alors, c'est vite fait, il arrive des amis. Bon, allez, Oui, on c'est fait un vrai. clafoutis. Puis les enfants aiment ça. Alors, hors saison des cerises, vous le faites avec d'autres fruits? Alors, moi, écoutez, je fais l'hiver, par exemple, des pommes. J'épluche les pommes, je les coupe en quartiers, je les passe dans le beurre, de rien un petit peu. Et je refais cette ça marche recette-là. très bien. Très bien. J'y vais? Voilà. Allez-y. Alors, Oh, le beurre, il faut le beurre, mettre. je le sors? Voilà, s'il vous plaît, oui. alors. Récapitulons. Pour l'appareil à clafoutis, 100 g de farine, 100 g de sucre, mais aussi 4 œufs, 80 g de beurre fondu et un demi-litre de lait plus tard. Le tour est presque joué. C'est une pâte qui paraît assez liquide, presque pâte à crêpes. Alors, voilà. Et plus? non, pour beurrer, non. Alors, un clafoutis, c'est bien meilleur avec le noyau. Voilà. Que ce soit en une couche. Faut pas qu'elles se superposent. Non, c'est pas grave. Hein, mais Oui, bien voilà. sûr, mais c'est le principe. C'est le principe. Bien Bon, serré. Allez, on y va? alors on y va. Faut pas gâcher. Hein. Allez, hop. Voilà. Et puis, j'ai ma petite... Votre petit j'ai mon truc petit en plus. Je vous sens partie là pour la petite astuce. Bon, Ah, alors un écoute. coup de marre? Ah, du Non? kirsch. Ah, du kirsch, Du d'accord. kirsch. Voilà, un petit coup. Écoute. Ah non, mais je, Hein, moi voilà. je fais tout comme vous. Allez. Donc là, on n'a plus qu'à mettre au four. C'est vrai que ça sent Voilà. bon. Vous m'ouvrez la porte? On va C'est vrai que c'est pas compliqué. Hein. Non.
Alors, on va mettre à 180. Et là, on laisse cuire. Alors là, moi, je mets 40 minutes. Hein. C'est un peu à l'œil. Quand il commence à prendre une belle couleur, là, je me dis, ça doit être bon. On va noter tout ça. Voilà. Pour réaliser un clafoutis aux cerises comme Noël, mettez dans votre panier 800 g de cerises, 100 g de farine, 100 g de sucre, 4 œufs, 80 g de beurre, 50 centilitres de lait et n'oubliez pas le trait de kirsch. Par l'odeur alléchée, un gourmand supplémentaire se joint à nous. Ah, mais tout le monde arrive en même temps. Salut Pierre-Louis. Bonjour. Ah, c'est sympa de bien partager le clafoutis de ta voisine. C'est ça. C'est ça. Tu vois qu'on connaît les bonnes Je adresses. suis l'homme qui tombe à pic. Et j'ai ramené Qu'est-ce avec que tu moi nous as apporté alors? quelques petites gourmandises. Ah, ton vin, j'imagine. Mon vin. Pas seulement. Et pas seulement. Aussi Un peu du jus de raisin. Ah, jus de raisin. Bah oui, forcément. De Saint-Brie. Quand on a du raisin, pourquoi pas faire du jus? Voilà. Oh là là. Et je vois rien qu'à l'œil, je vois qu'il est parfaitement cuit. Voilà. Magnifique. Superbe. Et dis-moi, ce clafoutis, justement, il se sert froid, tiède, chaud, j'imagine que non. Tiède quand même. Il faut lui éviter le réfrigérateur. Ah, c'est ça. absolument. Jamais. dans le Jamais de cornet, réfrigérateur. jamais. Moi, je vais goûter mon cépage chardonnay. Non fermenté. Et oui. C'est bon, ça. C'est bon. Ah oui, là, ça n'a rien à voir avec le jus de raisin industriel. Ah qu'on non, connaît. Voilà. non. Rien à Là, voir. il n'y C'est a assez peu aucun sucré. ajout. C'est très très bon. C'est très intéressant d'ailleurs. Ça sent. C'est excellent, Noël. Ah ouais. Gentil. La cuisson est parfaite parce que Voilà. effectivement, il est pris, mais en même temps, il reste très souple. Voilà. Et tu crois que tu pourras m'en refaire un pour mon banquet? Bien Pour sûr. tout le monde, pour le banquet? Et peut-être autre chose. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. À présent, je voudrais vous faire découvrir un château extraordinaire dans tous les sens du terme. À peu près à 50 minutes au sud d'Auxerre se trouve le château de Guédelon. Et figurez-vous qu'il est en train d'être construit par une cinquantaine d'hommes et de femmes passionnés du Moyen-Âge, avec les techniques et les matériaux de l'époque. À la tête de ces bâtisseurs exceptionnels se trouve Florian Renucci, maître d'œuvre depuis maintenant 17 ans à Guédelon, en lieu et place d'une ancienne carrière de grès. Le projet fantasque de prime abord recrée de toutes pièces une vie de chantier et les conditions de vie d'un petit seigneur du XIIIe siècle. Une sorte de laboratoire à ciel ouvert, un chantier d'archéologie expérimentale. Construire pour comprendre. Guédelon, c'est un chantier de terroir, c'est-à-dire que c'est des matériaux issus du site qui vont se transformer en château. Et nous, on est une équipe de 40 personnes qui allons retrouver des techniques de construction qui n'existent plus aujourd'hui, qui consistent à transformer la forêt de chêne, la pierre, le sable, la glaise en matériaux de construction et à construire le château. C'est une aventure humaine dont le but c'est de comprendre mieux l'architecture médiévale. Le même château, par le même seigneur, construit à 20 km, serait complètement différent puisqu'on change de sol. Donc, avec l'équipe, l'aventure humaine, c'est donc de réorganiser un site naturel, un écosystème qu'on transforme en château. Plusieurs corps de métier sont réunis. Le tuilier qui transforme la glaise, les charretiers et leurs chevaux pour transporter les matériaux, les cordiers pour acheminer tout cela à bon port, le forgeron au cœur de la construction puisqu'il faut aussi fabriquer et entretenir les outils. Tous transforment et valorisent la pierre, le bois et la terre pour livrer les secrets des bâtisseurs du Moyen-Âge.
Un chantier ouvert au public depuis 1998, mais aussi aux bénévoles souhaitant soutenir l'initiative tout en se formant. Une aide bienvenue pour cette petite équipe déterminée qui s'est battue pour trouver des partenaires financiers indispensables, leur permettant d'obtenir les aides nécessaires à l'achat des terrains, à la rémunération des premiers salariés et à la construction de la grange d'accueil des visiteurs. Une aventure qui va laisser des écrits sur la réalisation des châteaux médiévaux. On porte un peu. Super. On construit notre livre de recettes, en fait. Dernier exemple, on s'est rendu compte que le mur médiéval, il a besoin, pour tenir, on empile des matériaux, il faut qu'il soit construit comme un millefeuille. Pour que ça ne bouge pas, À l'heure où les maîtres mots sont nature et écologie, Guédelon offre de nombreuses pistes pour les constructeurs de demain. La réalisation de murs en torchis ou à la chaux, la fabrication de tuiles en terre ou en bois, l'utilisation de pigments naturels, le tressage de cordes de lin ou de chanvre, autant de pratiques ancestrales qui peuvent répondre aux besoins et aux attentes de l'homme du XXIe siècle. Quand on aime la charcuterie, le jambon persillé comme on en trouve ici, mais même le pot-au-feu, on aime les cornichons. Eh bien, figurez-vous que la quasi-totalité des cornichons que nous mangeons provient d'Inde. Mais il reste quand même quelques petits producteurs, pour ne pas dire un producteur, Florent, qui travaille avec son fils Henri à produire des cornichons 100% français, qui trônent à la table de l'Élysée, c'est pas rien. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif. Autrefois spécialité bourguignonne, on comptait encore 25 producteurs de cornichons en France en 2005, avant que la conserverie ne parte définitivement s'installer en Inde, pour des raisons économiques bien sûr. Florent Jeannequin ne s'est pas laissé abattre pour autant et résiste encore en proposant un cornichon propre, comme il le dit, avec une production d'environ 50 000 bocaux par an. La différence qu'il y a entre les cornichons, les miens et les cornichons indiens, c'est qu'il n'y a pas d'herbicide, il n'y a pas d'insecticide. Toute la parcelle était passée à la binette. Pas d'insecticide, pas de conservateur pour la mise en bocaux. Ils sont propres. Les cornichons indiens, c'est pas le cas. Ils font 3 récoltes par an, ils ont beaucoup d'insectes, ils emploient beaucoup d'insecticides. Ils ne peuvent pas faire autrement. Nous sommes en ce moment en pleine récolte, une cueillette qui s'étale sur 50 jours, avec des saisonniers, pour la plupart fidèles à la famille depuis presque 20 ans. Chaque pied fournit environ 1 kg de fruits, blanchis au vinaigre et mis en pot. D'ailleurs, ce que l'on ignore en général, c'est que les Français sont les seuls à consommer les cornichons au vinaigre, alors qu'ils peuvent parfaitement se déguster autrement. On peut consommer cru, oui, ou en vinaigrette. On coupe à rondelles, en vinaigrette, en entrée, c'est rafraîchissant. C'est plus digeste que le concombre. Des personnes âgées qui m'en achètent régulièrement, ils me disent mais on préfère les gros cornichons qu'on coupe à rondelles et c'est plus digeste que le concombre. Une petite précision s'impose. Concombre et cornichon sont une même espèce. Historiquement, le concombre était récolté à maturité, à la différence du cornichon. Puis des variétés ont été sélectionnées pour produire des cornichons et d'autres des concombres. Du côté de la conserverie, les fruits de la récolte sont triés, calibrés et lavés avant d'être ébouillantés 1 minute pour leur permettre de conserver leur couleur et tout leur croquant. C'est alors qu'ils sont mis en bocaux dans une saumure épicée dont la recette ne nous sera pas dévoilée. Au bout de 2 mois, alors que les arômes ont fait leur travail, ils peuvent enfin être consommés. C'est Henri, le fils de Florent, qui est aux commandes. C'est une recette de grand-mère, on ne veut pas se faire attraper. Je
vais pas vous dire les quantités, mais la base, c'est de l'eau, du vinaigre, du sel, du poivre, et puis des arômes qui permettent d'apporter un goût au cornichon lorsque vous allez le déguster. Le français, le bourguignon, plus spécialement, il aime bien l'extra fin et le fin. Mais dans d'autres régions de la France, plutôt côté Alsace, ils aiment plutôt les gros cornichons, avec du piment ou le malosol à la russe, qui est un gros cornichon très doux et légèrement sucré. Ça dépend des régions. C'est pas le tout d'en parler. Hop là. Et là, c'est le meilleur moment. Il est croquant. Et là, c'est tout un travail qui redonne le sourire. Un travail justement reconnu par de nombreux chefs cuisiniers et amateurs de bonnes victuailles et un modèle à encourager pour nombre de nos producteurs, souvent accablés par la concurrence étrangère. Pour célébrer notre banquet et réunir nos copains, on va se retrouver au château de Béru. Un très beau château où l'on va cuisiner les œufs en meurette, un classique bourguignon, mais à la chablisienne avec du vin blanc. Et vous verrez que c'est un château un peu particulier avec une histoire familiale, comme souvent dans les domaines bourguignons d'ailleurs. Les vignes avaient été mises en sommeil pendant quelques années et c'est Athénaïs, la jeune fille de la famille, qui les a réveillées, qui aujourd'hui s'occupe de produire un délicieux vin entièrement bio. Et sa maman Laurence, qui tient les comptes et qui cuisine pour ses hôtes. Moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une maison où on se devait de faire une halle. Dans la famille depuis 4 siècles, le domaine perpétue une ancienne tradition viticole. Et c'est Athénaïs et son équipe qui désormais veillent sur les 15 hectares de vignes. Elle a fait le choix de travailler en biodynamie et d'utiliser les outils traditionnels de ses ancêtres pour une production naturelle et de qualité. L'utilisation des chevaux de trait en est la parfaite illustration. C'est pas seulement un retour aux sources, mais c'est vraiment au contraire une avancée vers un travail plus qualitatif. Ça a un impact sur nos sols, sur la qualité de nos sols, sur l'aération, sur tout un équilibre naturel qu'on essaie de recréer petit à petit. L'un des principaux objectifs est de respecter le sol qui fait la renommée des Chablis et leurs caractéristiques. Et auparavant, c'était une mer qui s'est retirée il y a plusieurs millions d'années. Et lorsqu'elle s'est retirée, elle a laissé tous ces sédiments marins, tout le sel, tout ceci s'est fossilisé dans nos calcaires et a créé nos sols. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu les sols, c'est que du caillou, on peut les prendre. C'est plein de petits cailloux concassés les uns avec les autres qui sont, dès qu'on gratte un petit peu, remplis de fossiles, de coquilles d'huîtres, de coquillages. Et ça va vraiment donner la typicité à nos vins. On parle souvent de minéralité, on parle de notes iodées, on parle de tous ces critères-là. Et ça vient vraiment de nos sols. C'est du côté des anciennes écuries qu'Athénaïs a eu la bonne idée d'installer un bar à vin pour prolonger la découverte du domaine, en dégustant quelques crus qui affolent les papilles. Une belle complicité mère-fille s'exerce au cœur de la propriété. Au sein du château, cette fois-ci, parmi les armoiries et portraits de famille, les hôtes peuvent poser leurs bagages et se régaler des petits plats concoctés par Laurence, la maman. C'est justement elle que je rejoins maintenant pour ma dernière recette en terre chablisienne. Bonjour Laurence. Bonjour Julie.
maison. Dites-moi, il est magnifique ce Ravie château. de vous accueillir Mais moi aussi. dans Vous notre êtes déjà petit en, coin. en tenue de meurette. Exactement. Eh ben, on Donc, va aller si vous voir voulez ça, en venir effet. voir un petit peu ce qu'on Ouais. a préparé. Ah oui, je veux bien. Alors, nous voilà dans la cuisine, avec de beaux cuivres. Collection de cuivres, oui, petite collection Chouette, ça. des cuivres un peu anciens. Alors, par quoi commence-t-on? Alors, on va commencer par les Dites-moi lardons. tout. Ouais. Donc, Les lardons, alors ça, c'est de la poitrine fraîche. Hein, ça c'est n'est de la pas fumé. poitrine, oui, c'est de la poitrine fraîche, pas trop grasse, justement, exprès, et qu'on a coupé en tout petits morceaux, et qu'on va faire revenir dans un mélange beurre et huile. Le temps à la matière grasse de chauffer avant d'y faire revenir la poitrine de porc, je coupe grossièrement des échalotes, ail et oignons qui passeront ensuite à la moulinette. Alors, l'œuf en meurette, qu'il soit avec du vin rouge ou blanc, c'est vraiment typiquement bourguignon. Oui, Oui. oui. Et le mot meurette, Oui, j'allais vous le demander. ça vient de muire, c'est un vieux mot français, et ça veut dire saumure. En fait, c'était une façon de conserver les œufs. Conserver les œufs. Oui, grâce à dans l'acidité une du sauce vin. avec du vin. C'est drôle. C'est Oui, une vieille souvent recette. l'origine des recettes, d'ailleurs. Recette du hein. Moyen-Âge, hein, tout Ah ça. oui, c'est vraiment, ça des remonte vieilles- à oui, l'époque des vieilles médiévale. recettes. Je vérifie, soit bien grillotté. Puis nous faisons revenir notre hachis de bulbe, de la consistance d'une purée, dans de l'huile pour réaliser la base de notre sauce. Et là, on va mouiller avec un peu de vin blanc. Avec le chablis Avec maison. le chablis maison. Qu'apporte le chablis par rapport à un irancy, par exemple? Les arômes de fruits secs, d'agrumes, de choses comme ça. C'est peut-être plus frais. léger, finalement. Plus frais pour l'été. D'accord. Ce serait la version estivale. La version de la estivale recette des œufs en traditionnelle. meurette. Exactement. Et on rajoute une feuille de laurier qu'on laisse pas trop longtemps, hein, parce que D'accord. le laurier sauce, c'est très très fort. C'est puissant. On met une feuille de laurier. On met de la noix de muscade Ouais. qui est là. Et là. Tout petit peu, c'est très fort aussi. Voilà, suffit. Sel et poivre, beaucoup de sel. Voilà. Hop. On fait fondre du beurre que l'on mélange à un peu de farine afin d'épaissir la sauce au vin avant de s'attaquer aux œufs qui doivent être saisis dans de l'eau, mais pas seulement. Un peu de vin blanc également, la touche chablisienne, et de vinaigre pour faire coaguler le blanc. Alors, ça m'étonne que vous les pochiez avec du vinaigre de vin rouge. Oui, mais le vin rouge colmate plus les Ah œufs. oui, Oui, d'accord. ça précipite mieux. Ah bah dites donc. Toujours. On a appris des trucs. Très bien. Nos œufs. Oui. Alors. Je vous regarde. Parce que ça, c'est très délicat, le pochage des œufs. Il ne faut pas les rater. Donc déjà, l'eau n'est pas bouillante. Hein. Elle est chaude, presque frémissante. Voilà. Ah ouais, donc vous laissez l'œuf vivre sa vie, finalement. Oui, oui, je le laisse. tout De est que temps l'eau en ne soit temps, pas je le bouillant. soulève pour voir dans quel état il est. D'accord. Ah oui, il est bon, hein. Oui, mais il est pas encore, il est pas encore cuit. trop cru. Oui. D'accord. Faut attendre un peu. Et ça continue. Et ça, il faut absolument faire les œufs un par un. Ah oui. Moi, je ne sais pas les faire autrement. D'accord. On risque de Et les donc- crever, donc c'est fichu, ils se sont crevés. Donc celui-là, à mon avis, il est bon. Il est bon. Donc faut Et compter. il est mollet. Faut compter 2-3 minutes, quoi. Voilà, il est mollet. Il faut faire attention de ne pas Oui, le dis crever. donc. C'est délicat. Voilà. Allez, je peux m'y essayer? Allez-y. Je vais tenter le coup pour réussir à la maison. Allez-y. Hop. Alors la sauce, on rajoute de la crème? Oui, on va rajouter de la crème. Alors, je vais aller la chercher. Elle est là. J'y vais, je mets tout. Peut-être pas tout, mais mettez-en 2 bonnes cuillères à soupe déjà, pour voir quelle consistance ça nous donne. Oui, elle est bien. Elle est bien? Elle est bien. Alors pendant que vous écumez, moi je vais noter la recette. Alors, les œufs en meurette à la chablisienne de l'Orient. Pour 4 personnes, 4 œufs très frais, 150 g de poitrine de porc demi-sel, 80 g de beurre, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, 2 échalotes, un petit oignon, 60 centilitres de vin blanc,
25 centilitres de bouillon de volaille, 2 feuilles de laurier, de la muscade, 3 cuillerées à soupe de vinaigre de vin, 30 g de farine, 2 cuillerées à soupe de crème fraîche, 2 tranches de pain de campagne avec 3 gousses d'ail et 2 branches de ciboulette. Donc on commence par quoi? On commence par la sauce. Ah, vous avez besoin d'une louche. Avec une louche. Tenez. Voilà. Je vous regarde faire. Oh, et puis vous y allez généreusement. Voilà. Par-dessus, on met les lardons. Les lardons. L'œuf au milieu. L'œuf, il est là, prêt à atterrir dans l'assiette. Quick. Des croûtons. Les petits croûtons, j'y vais avec les doigts. Hein. Vas-y, des croûtons. Et puis je ne sais pas combien j'en mets. Comme ça vous plaît. Bon, bah, comme voilà. ça. Et puis on met un tout petit peu de ciboulette. Tout petit peu. Voilà. Un petit peu pour une note de couleur. Exactement, pour Voilà. l'été. Voilà. Joli. On continue. Je vais regarder si... Ah bah je vois qu'il y a du monde déjà. Ça y est, ils ont commencé à s'installer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vois que déjà vous vous êtes installés. Je descends alors. Hein. Est-ce que je peux vous laisser terminer le dressage? J'ai vu que vous aviez fait des jolis bouquets de fleurs. Je vais les apporter sur la table. Très bien. À tout de suite. Ah, ben voilà. Rosa, notre spécialiste des escargots, nous a rejoint avec sa petite fille Stéphanie. Florent, le sauveteur des cornichons français, est lui aussi arrivé. Alain, le grand ami de Rosa, déjà bien occupé à trancher un incroyable pain de campagne. Tous accueillis par la viticultrice de la maison. Bonjour Athénaïs. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir dans cette maison magnifique. Merci à toi. Bonjour Julie. Bonjour Florent. Je ne te demande pas avec quoi tu es venu. Mes cornichons. Comment allez-vous? Quel plaisir de vous voir. Vous allez bien? Oui, très bien. Très agréable. Je suis requinquée par vos escargots. Bonjour Stéphanie. Oh bah tiens, je me gêne pas. Je vais attaquer. Alors, Alors celui-ci, il a un petit piment. Il va te revenir en bouche. ah, il est un peu pimenté. Un peu pimenté. Tu le sens pas au départ, mais après tu vas le sentir qu'il va te revenir en bouche. En fait, c'est un concombre. C'est un concombre. C'est un mini concombre. C'est un mini concombre. C'est ça. Ah, écoute, il est délicieux. Ne manquez plus que notre dynamique Joël, l'amoureuse des cerises, et Pierre-Louis, le viticulteur aux caves incroyables de Saint-Brie. Florent, juste une petite précision. C'est somptueux. Ça, c'est une découverte pour moi. L'œuf en meurette blanc. Laurence, c'est magnifique. En tout cas, je constate que les plats demandent un certain temps, un certain soin, ne serait-ce que pour la production des produits, mais même dans leur élaboration. Hein. Parce que l'œuf en meurette, ça ne se fait pas en 3 coups de cuillère à peau. J'ai toujours connu les œufs en meurette avec du vin rouge. Et oui, bah oui, alors c'est que beaucoup là, plus courant. il est au vin blanc. À la chablisienne. C'est absolument excellent parce qu'il y a, je trouve qu'il y a un rapport de texture, on a du fondant, du crémeux, du croustillant. C'est vraiment, c'est très subtil. Et peut-être qu'en plus, le fait que ce soit avec du vin blanc, ça apporte un petit peu d'acidité au plat. Absolument. Qui, un peu, qui habituellement est un peu lourd. C'est très bon. Plus on va le laisser vieillir, plus on va aller sur une couleur or, dorée. Oui. Ah ouais, j'adore. Je crois que je vais revenir en Bourgogne. Ah. Oh là là. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et voici la croquignole. Donc la fameuse recette d'escargot de Rosa et qu'elle m'a communiquée il y a à peine 37 ans. Voilà. Waouh. Alors, est-ce que tout le monde connaît, je ne pose pas la question à Alain et Rosa et Stéphanie, mais est-ce que vous connaissez les uns et les autres la croquignole? Pas du tout. Ah, je me doutais que ça allait être une surprise. Julie qui n'aime pas trop les escargots, qui n'en a mangé que 2 assiettes. C'est pas beau de balancer, Alain. C'est un coup d'essai, c'est un coup d'essai. Ou les cornes. Mais c'est vrai. J'avoue qu'au départ, je n'étais pas très friande d'escargots et là, j'étais convertie. Alors, ça a l'air incroyable. On échangeait un peu sur l'histoire tout à l'heure et on se disait que tout comme Saint-Brie, ici c'était un village fortifié au XIIIe siècle qui était un des forts de défense de la Bourgogne contre la Champagne. Ah, d'accord. Oui, parce qu'à l'époque du duché des ducs de Bourgogne, c'était quand même une des cours les plus prestigieuses d'Europe. Hein.
C'était une région qui était très puissante et c'est vrai que, du coup, qui a connu un développement assez fascinant sur le plan commercial, sur le plan politique aussi, culturel, et puis évidemment après la renommée des vins, la renommée de tout ça. C'est vrai que c'est une région qui a beaucoup rayonné dans le passé. Ah non, c'est toujours aussi bon. Hein. Alors, j'allais vous demander justement, oui. C'est un pur délice. Délicieux. Délicieux. Très bon. En plus, c'est léger. Tout à fait, ça fait un peu peur quand on voit cette cocotte avec la girole, la pomme de terre, etc. Pas d'ail. Non, c'est excellent pour la ligne. Et ce vin qui est produit dans Auxerre, à l'intérieur de la ville. Là, on est sur... ça, c'est une rareté quand même. La Chénette, le clos de la Chénette. C'est exceptionnel, ça. Mais oui. C'est 4 hectares de vignes sur l'appellation Bourgogne-Côte d'Auxerre. Et donc, on y retrouve du chardonnay et du pinot noir, mais on n'a pas le droit de l'appeler Chablis. Ni Rancy, parce qu'on n'est pas sur l'aire d'appellation du Chablisien, on est dans le Grand Auxerrois, et à Auxerre, l'appellation du Grand Auxerrois, c'est les Côtes d'Auxerre. Donc c'est un Bourgogne identifié. D'accord, mais c'est un vin qui est quand même alors après, réputé. C'est un vin qui est, si vous voulez, il y a une clientèle. Voilà, c'est un réseau de clients qui sont là depuis toujours et chaque année, c'est sur réservation. Ils vont chercher leurs quelques bouteilles qui leur est réservées. Je crois qu'il y a du blanc et du rouge. Il y a du blanc et du rouge. Ouais. Alors, ce sont les fromages de la région ? Fromage de la région, exactement. Voilà. Donc, je suppose le Soumaintrin, Fermier, évidemment. le Chaours et le Saint-Florentin. Saint-Florentin. Donc, mais ça aussi, c'est la région. C'est des fromages de vache et des fromages très goûtus. D'ailleurs, je crois que là, nous allons l'accompagner avec un lirancy de Stéphanie. Ah bah alors, allons. Et vous laissez reposer un quart d'heure. On est reparti dans les recettes de Rosa. Nous sommes dans les recettes des feuilletés au fromage, parce que nous en sommes au fromage. Ah, très important. Et au lieu de mettre du beurre dans la pâte, on met du Soumaintrin fait au maximum. Ah bah ça, et dans la tarte aux pommes, c'est nickel. Et bien voilà. Et vous faites des feuilletés au fromage. Ils sont drôlement bons, ces fromages. Ouais. Pas trop fort, mais juste. Ah, mais il y a une surprise aussi, tu nous avais dit. Ah oui. Moi, j'ai pas oublié ma surprise. Voilà, alors, le clafoutis avec les cerises de Saint-Brie. Magnifique. Voilà, vous avez... Et... Je vais chercher la surprise. Oh, bah, tu vas passer. Alors, vous avez... Je vous ai gâté, je vous ai mis... Déclinaison autour de la cerise. Alors, ça, c'est la cerise à clafoutis. Ouais. Et je vous ai apporté la cerise pour faire la tarte. C'est deux choses différentes. Alors, quelle est la variété de celle-ci? Alors ça, on appelle ça les belles magnifiques. C'est des cerises qui ressemblent un petit peu aux griottes, mais qui sont plus améliorées. Hein, c'est ça. Elles sont un petit peu acidulées. C'est la cerise parfaite de confiseur. Hein. Belle magnifique et sweetheart. Voilà. Là, c'est une tarte feuilletée, c'est ça alors? Voilà. Avec du Soumaintrin dans la pâte. C'est magnifique tout ça. Ça a l'air magnifique. Ouais, c'est super. Ah, et à cause de ça. Ouais, ce sera un grand. Merci. Elle est très belle cette tarte. Elle est magnifique. Merci. J'espère qu'elle sera bonne. Mais il n'y a pas de raison. En tout cas, moi, j'étais surprise par Auxerre, que je connaissais pas, ou si ce n'est de nom, de réputation. Et j'ai trouvé que c'était une ville magnifique, avec un patrimoine incroyable. C'est magnifique. C'est super. Très bien conservé. Il faut prendre le temps de visiter, ça le mérite. Et très pieuse. Elles sont bonnes ces cerises-là aussi. C'est délicieux. Bon, hein. Cette farce dessus. Ma belle-mère me disait, tu ne veux pas avoir soif dans les vignes? Tu prends une cerise, tu gardes le noyau, et vous gardez votre noyau, vous n'avez jamais soif. Et c'est vrai. Bon, ben nous, il va falloir quitter cette table merveilleuse, ce pays truculent, goulayant, généreux, accueillant,
qui sait bien vivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors si vous aimez le bon vin, si vous aimez les bons amis, venez ici. Si vous ne buvez pas de vin, rassurez-vous, vous avez les forêts, vous avez les rivières, vous avez les coteaux, plein de jolis villages historiques, plein de belles églises. Donc quoi qu'il en soit, venez en Bourgogne, poussez les portes des châteaux, rencontrez ces gens, et puis à la maison, faites les recettes. Salut! Allez manger sur l'arbre. Une chose curieuse, c'est qu'il n'y a plus de cigales. Installer leur propre leur propre horloge. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut passer à table? Avec grand plaisir. Voilà. Et ma grand-mère, donc, c'est Grisette, c'est rien. Et on rajoute une feuille de laurier qu'on laisse pas trop longtemps. Hein. D'accord. Ah oui, c'est l'étiquette qui glisse.